Salut Booktube! J'espère que vous êtes remis de ma rage de la dernière fois, de la semaine dernière, en réalité, mais je vais continuer mes dernières lectures d'avril par des beaucoup plus positives. Heureusement que celle-là était là pour ce mois laborieux, puisque ça m'a permis quand même de ne pas tomber dans une panne de lecture. J'espère que cette vidéo sera un peu plus courte que la précédente, parce que j'ai pas tant de livres que ça dont je veux parler, mais j'ai notamment le coup de cœur de ce mois. Et ça me fait tellement plaisir d'en parler aujourd'hui parce que c'est un livre que tout le monde doit lire. Je pense que c'est vraiment dans mon top 3 du coup. C'est probablement le deuxième meilleur livre ou le premier peut-être. C'est peut-être même au-dessus de Tress, je pense. Je sais pas encore. Faudra que je vois à la fin de l'année quand je ferai mon top où est-ce que je le mets. Mais c'est un livre qui m'a donné tellement d'émotions, tellement de feeling et qui est tellement parfait que vraiment vous devez tous le lire. J'espère que ce teasing vous intrigue à aller jusqu'à la fin de la vidéo parce que évidemment pour mon watch time je vais mettre ce coup de cœur en dernier forcément. Je vais probablement faire d'ordre croissant, qualité, d'intéressant, etc. J'ai 3 livres dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par un avis qui va être assez rapide, je pense. Il s'agit de Chain of Iron de Cassandra Clare, le deuxième tome de la saga Les Dernières Heures ou The Last Hours en anglais, qui est traduit chez Pocket Jeunesse. J'ai déjà parlé du premier tome dans ma dernière vidéo, dernière lecture, puisque j'essaye de les enchaîner. Ce mois-ci, au mois de mai, j'ai le tome 3 à lire. Et j'avais du coup déjà parlé du premier tome. J'avais aussi fait une rétrospective sur Cassandra Clare et sur les livres et sur l'ordre et la façon de lire ces différents livres que je peux vous recommander si vous voulez, qui est là et en description. Donc Chain of Iron, on va reprendre directement après la fin des événements du premier tome, je ne vais pas en reparler, et c'était un deuxième tome qui était quand même très bon, qui s'inscrivait parfaitement dans la lignée du premier, et franchement c'était tout ce que j'en voulais, c'est tout ce que j'en veux dans un roman de Cassandra Clare en fait. On a des personnages qui sont de plus en plus incroyables, on a une angst qui est juste parfaite et il y a de la représentation de partout. Et pour faire un résumé, on est donc dans le Londres victorien, on suit les enfants des personnages de The Infernal Devices ou Mortal Instruments, les origines en français. On va suivre pas mal de personnages, on a James, Cordelia, Lucy, Grace, qui sont des personnages point de vue. Donc qui sont des personnages principaux, donc on en suit quand même pas mal. Et quand on commence dans le premier tome, il y a très peu d'attaques démoniaques à Londres à cette période-là, trop peu, et personne en fait ne s'entraîne vraiment et personne ne sait pourquoi il n'y a plus d'attaques de démons jusqu'à ce que des attaques de démons un petit peu étranges commencent à arriver, et notamment en plein jour, et des choses qui ne sont pas habituelles, et donc ils vont commencer à s'investiguer, à enquêter, et ils vont vite réaliser que ces attaques sont directement liées à James, qui est donc un des protagonistes. Et donc tout le groupe d'amis va devoir un petit peu déjouer ces attaques démoniaques. Ça c'est évidemment le résumé du premier tome. Dans le deuxième tome, on continue directement dans la lignée du premier et c'était encore mieux, hein, je dois l'avouer. C'était vraiment un excellent second tome. Les personnages qui étaient déjà extrêmement bien développés prennent encore plus de substance, deviennent de plus en plus nuancés, de plus en plus gris. J'ai envie de vous dire qu'en fait je suis en train de me demander s'il n'y a pas des personnages principaux qui vont devenir des antagonistes dans le tome 3 parce qu'ils gagnent en nuance, parce qu'ils gagnent en complexité, et du coup on se demande un petit peu qui est le méchant en fait. Les personnages antagonistes deviennent plus nuancés, on commence à les comprendre, on commence à les apprécier alors que je ne pouvais pas les blairer au début, notamment une, si vous l'avez lu je pense que vous savez qui c'est, mais on se rend compte que leurs motivations sont à nuancer, on voit que du coup les protagonistes et les gens gentils entre guillemets sont vraiment pas si gentil que ça pour certains, et avec des motivations et une morale qui n'est pas si bonne que ça finalement, des relations qui se tissent et d'autres qui se délitent un petit peu, et on a vraiment une évolution des dynamiques entre les personnages qui est énorme je trouve. On a à la fois une évolution des personnages en eux-mêmes et des dynamiques de personnages qui s'en retrouvent extrêmement bien retranscrites et modifiées par ça. Et ça c'est rare de l'avoir aussi bien fait et de façon aussi complexe, parce que vraiment les dynamiques entre les personnages il y en a de partout, c'est très bien fait.
Et on comprend toutes les actions de tout le monde, on n'est pas forcément d'accord avec elle, mais on comprend vraiment les actions de tout le monde. La relation d'amour impossible, parce que c'est toujours le thème dans les trucs de Cassandra Clare, est vraiment extrêmement bien faite. Enfin, vraiment, c'est peut-être pas celle que je ship le plus, parce que les origines... Mais vraiment, celle-là, elle est extrêmement bien faite. Petit bémol, cependant, j'ai un petit peu peur d'où va le tome 3, parce qu'il se passe quelque chose à la toute fin du tome 2 qui m'a un peu saoulée. Je sais que c'est le but, parce que frustration, etc., parce que c'est la cam de Cassandra Clare, hein, mais j'ai vu un petit peu où allait le tome 3, et je dois avouer que j'ai un peu peur et que je suis un peu saoulée. Mais... on verra avec le tome 3, je pars pas défaitiste. Mais voilà, tout était parfait, j'ai juste peur pour le tome 3 et je sais que pas mal de gens l'ont moins apprécié que le tome 2. Mais on verra. C'était très bien du grand Cassandra Clare, mais j'en ai déjà beaucoup parlé et lisez Cassandra Clare. Lisez les derniers de Cassandra Clare parce que voilà. J'aimerais bien refaire une rétrospective sur les origines parce que ça reste ma saga préférée, mais je l'ai lu il y a un moment et donc je ne sais pas ce qu'elle vaudrait actuellement et j'ai envie de me relire ces livres. Peut-être que je vous les vloguerai, ce serait l'occasion. Mais bref, c'est un autre sujet. Et je passe au livre d'après. Celui-là, je lui ai mis 4 sur 5. L'anglais est extrêmement simple, 2 sur 5, sans hésiter. Et je lui ai mis du coup 4 sur 5. Ensuite, j'ai pris de façon totalement spontanée et pas du tout prévue, pour éviter justement cette panne de lecture, j'ai pris Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton, qui est un livre très intéressant et très original. Puisque on va se baser sur des éléments d'autobiographie de Manon Fargeton, des éléments qui se sont passés au moment où elle a publié son premier roman. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est romancé, qu'est-ce qui est adapté de son expérience personnelle. Est-ce que c'est juste basé sur son expérience personnelle de loin ou est-ce que c'est vraiment autobiographique? Je ne sais pas. Il n'empêche que c'est basé sur des événements réels. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est la façon dont le récit est raconté. En fait, le personnage principal est donc Manon. On n'a jamais son point de vue. En gros, on va avoir l'histoire de Manon au travers de tous ses proches qui vont parler au je et qui vont adresser Manon au tu. Donc c'est comme si en fait on était nous, Manon, et que chacun nous parlait directement. Par exemple, on va avoir pas mal d'extraits avec sa mère qui va dire, par exemple, elle veut que Manon mette la table, mettons, elle va dire « je te demande de mettre la table ». Et donc c'est ça qui est très intéressant parce qu'on suit toute l'histoire de Manon mais sans jamais avoir son point de vue et pourtant c'est vraiment elle le personnage principal. Et ça donne une nuance, une richesse au récit qui est assez folle et qui est vraiment assez intéressante. Et je trouve que c'est encore plus intéressant comme parti pris quand on sait que c'est adapté de la vie de Manon Fargeton. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper bien fait et hyper riche en fait dans la façon de faire. Vraiment j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Donc on va suivre le personnage du coup comme je l'ai dit de Manon qui est une jeune lycéenne de 15 ans au début. On va la suivre pendant quelques années, on va la suivre de ses 15 à 18 ans en gros, et qui est dessinatrice, enfin, amateur à la base et qui aime beaucoup la BD. Dans un salon de la BD, elle va rencontrer un éditeur avec qui elle va parler et elle va lui envoyer un mail en lui montrant quelques planches et en lui demandant ce qu'il en pense. Et suite à ça, va se construire une relation entre l'éditeur et Manon, une relation très bizarre, une histoire d'amour, hein, entre guillemets, entre l'éditeur de 50 ans et Manon 15 ans, avec beaucoup d'échanges de mails, des visites, des nuits, des cadeaux, etc. Et donc c'est vraiment l'histoire de cette relation toxique et de cette relation d'emprise par l'éditeur sur Manon, avec les points de vue de tous les gens autour d'elle. Et ce qui est particulièrement beau et particulièrement intéressant, je trouve que c'est le point de vue de la mère, parce que on a une mère qui est entièrement dévouée entre guillemets à sa fille et qui veut la protéger coûte que coûte. On a beaucoup de récits comme ça où les parents finalement sont un peu absents, je trouve. Et là le fait de voir la mère qui va se battre encore et encore et encore pour arrêter cette relation parce qu'elle sait, elle, que c'est une relation toxique, que c'est une relation malsaine, même si le personnage adolescent de Manon ne veut pas le voir, elle sait, elle, qu'il faut arrêter ça. Elle est prête à tout pour faire ça, sauf à nuire au rêve de Manon.
qui est d'être autrice-dessinatrice. Et ça, je trouve ça extrêmement beau parce qu'il y a vraiment des moments où on voit que la mère de Manon est prête à se faire détester de sa fille, à ce que sa fille ne veuille plus lui parler, etc. Mais jamais elle ne va aller contre son rêve, et c'est vraiment ce côté de je m'oublie complètement, j'oublie mes états d'âme et je protège ma fille. Et je trouve que c'était une relation entre la mère et la fille, enfin pas vraiment entre, mais de la mère envers la fille qui était très jolie, très bien faite, et j'ai trouvé que c'est ça qui restait vraiment dans le livre. Et je trouve que ça offre aussi un regard très critique sur ce qui se passe entre Manon et l'éditeur, parce que notamment la mère va avoir accès à certains mails, etc. Et donc elle va se rendre compte de ce qui se passe, et ça offre un œil très critique, très adulte, de bah ça va pas, c'est pas bien, il faut arrêter ça. Le fait d'avoir aussi les autres points de vue, de voir un petit peu même des points de vue accessoires, notamment un ami de l'éditeur ou la femme de l'éditeur, parce que l'éditeur est marié. D'avoir tous ces autres points de vue là, en fait, ça permet d'enrichir vraiment le récit et de montrer l'attitude des adultes par rapport à cette situation. Parce qu'en fait la situation et l'histoire n'est pas tant autour de la relation entre Manon et son éditeur, et Gérard, plus que ça, parce que c'est autour de la réaction de chaque personne. Et de à quel point chaque personne peut ou non cautionner, et comment on peut protéger, et comment en fait il faut pas se fier à certains adultes parce que ils vont pas protéger l'ado quoi. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé hyper intéressant, et ce que je trouve très impressionnant, c'est qu'on a un recul de la part de l'autrice, et je pense que c'est un texte qui ne peut s'écrire que bien des années après, ce qui est le cas. Et je trouve qu'en ne donnant pas la parole à Manon, ça rend l'histoire encore plus forte. Et c'est un parti pris qui est hyper osé, parce qu'en fait on n'a jamais le centre de la relation quasiment. Au fil du temps, elle va prendre conscience que c'est pas bien et elle va se dégager un peu de ça. On n'a jamais cette prise de conscience en fait. Parce qu'on voit pas dans les yeux de Manon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'en rend compte par les autres, avec tout le doute en plus de ses parents, de la mère qui dit mais je suis sûre qu'elle est encore sous son emprise, etc. Et donc on a tout ça qui va se mêler, et on a aussi quelque chose de très intéressant, et avec lequel j'ai un peu plus de mal peut-être, le point de vue de l'éditeur en question. Et en fait, ce qui m'a un peu perturbée, je sais pas si je pourrais dire que ça m'a dérangée, mais ça m'a beaucoup perturbée, c'est que l'éditeur, en fait, ne remet pas vraiment en question ce qui se passe, et on voit pas des tentatives de manipulation conscientes. En fait, il va réagir, et il va tourner les choses, mais en fait, dans sa tête, on se dit toujours, il aime Manon de façon toxique certes, mais il l'aime vraiment, et c'est pas juste de la manipulation. Et là où je sais pas si ça me dérange, c'est que autant je me suis pas mal renseignée sur les relations toxiques, sur comment ça se voit, comment ça se ressent quand on en est victime, autant quand on est l'auteur, je ne sais pas si on est censé ressentir des choses, si c'est vraiment ce qu'on pense vraiment, ou si c'est une volonté de manipuler. Je pense qu'il y a les deux. Et du coup, ça m'a beaucoup perturbée, et je sais pas trop quoi en penser. Mais dans tous les cas, c'est très intéressant de voir aussi les trucs qui vont vraiment condamner certaines choses. On comprend aussi avec l'histoire pourquoi Manon peut être tentée par ces relations-là, par cette relation-là en particulier, parce que en fait, c'est pas normal à 15 ans d'être tentée par une relation avec quelqu'un de 40-50 ans. C'est encore moins sain et encore plus problématique dans le sens inverse quand on a 50 ans et qu'on va vers une gamine de 15 ans. Mais c'est un autre problème. Mais on va comprendre vraiment la raison derrière. C'est un récit évidemment qui est très très dur, hein, parce que ça parle voilà, de relations toxiques, ça c'est pas... Merci, je pense que vous l'avez compris. Ça parle de relations toxiques, ça va parler d'agression sexuelle, ça va parler de viol, ça va parler d'emprise, ça va parler de tout ça. Donc si c'est des choses que vous avez pu vivre peut-être, et où vous n'êtes pas forcément sorti du truc et pas forcément remis, allez-y avec précaution. Mais voilà, c'était très intéressant, encore plus intéressant quand on sait que c'est quelque chose que l'autrice a vécu. À quel point c'est fidèle à ce qu'elle-même a vécu, je ne sais pas. Mais ce que je sais et ce dont elle parle régulièrement de façon publique, hein, c'est pas quelque chose que je révèle comme ça, je ne la connais pas personnellement, mais c'est que son premier éditeur, qui a publié son premier roman, a eu ce genre de relation avec elle, et que maintenant elle le dénonce fortement. Voilà. Ça c'est ce que j'en sais. Après, à quel point c'est vrai, je ne sais pas. Il n'empêche que c'est un récit extrêmement intéressant, extrêmement important, qui a une narration qui le rend encore plus intéressant et
qui est extrêmement original et extrêmement pertinent. Donc voilà, franchement, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est vraiment extrêmement bien écrit. Bah, ça reste du jeu, donc c'est pas le langage le plus soutenu du monde, mais c'est normal. Et la plume de Manon Fargeton se lit toute seule. Vraiment, j'ai énormément apprécié cette histoire et je trouve que c'est une histoire très importante, avec une très belle relation d'amour d'une mère envers sa fille. Et je lui ai mis 4 sur 5. Et enfin, on va passer à mon coup de cœur, mon petit chouchou de ce mois-ci, qui m'a donné tellement d'émotions tout le temps. C'est Meute de Karine Renberg, qui est publié aux éditions ActuSF. Ce livre est un peu un ovni dans la littérature pour plein de raisons. C'est un livre un peu post-apo, mais pas vraiment, parce que la société actuelle qu'on a là est un peu tombée en ruine, elle s'est un peu effondrée, il reste quelques trucs avec un peu d'essence, un peu d'énergie, etc., mais pas grand-chose. Et c'est une société, et on est en même temps dans la fantasy parce qu'il y a des loups-garous. Je déteste les loups-garous, je tiens à préciser, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les loups-garous, mais lisez quand même Meute, parce que vraiment, on n'est pas du tout sur du loup-garou classique. C'est pour ça que je dis que c'est un ovni de la littérature. Donc on part sur un a priori de post-apo avec des loups-garous. Ok, on peut se faire une idée a priori de ce que ça va être ce livre. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est pas ça. C'est un livre avec une narration très particulière puisque c'est un livre à la deuxième personne, donc c'est un au-tu. Décidément, les narrations particulières, ce mois-ci, j'en ai pas mal. Donc c'est très étrange. Au début, ça met un petit peu de temps pour s'habituer. Je l'ai lu en lecture commune avec Lucie et c'est vrai que la narration au début, ça a mis un peu de temps. Moi, ça m'a mis... Franchement, ça m'a pas mis beaucoup de temps, ça a mis un chapitre, hein. Calmons-nous tout de suite. Mais au début, on dit un peu, ah, tu, à chaque fois, ça fait un peu, oh. Et pareil, c'est du point de vue interne, du coup, des personnages, et c'est une narration très violente, une façon d'écrire avec beaucoup de gros mots, beaucoup d'injures, de tout ça, et ça fait extrêmement bizarre, et ça m'a beaucoup choquée au début. Mais c'est parfaitement ancré dans l'univers dans lequel il est, puisque on a un univers très violent. On a un univers où en fait les gens sont dans des gangs, c'est un peu une histoire de gang avec des combats d'arènes où on peut mourir. On va suivre le personnage de Nathanaël, Nat, qui est un loup-garou mais qui se cache un petit peu, qui fait partie d'une meute, mais qui n'est pas trop inclus dans la meute parce que il n'est pas trop fait pour ça, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a du mal à prendre soin des autres, à s'habituer à la meute, etc. Il n'est vraiment pas inclus dedans, il y passe de temps en temps quand c'est la pleine lune, en gros, pour être aidé dans son changement. Et qui sinon est dans un groupe de gangs, là, il n'est pas vraiment dans un gang, mais il est dans l'endroit où il y a les gangs, quoi, et pour se faire un peu d'argent, il participe à des actions... de vol à des arènes de combat, etc. Donc il vit dans une vie très violente avec son meilleur ami qui est Val. Lui il fait partie d'un gang, vraiment. Donc Nathanaël se retrouve un peu les culs entre deux chaises, entre les gangs, etc. et la meute qu'il n'a pas vraiment envie de suivre, en fait, mais il n'a pas le choix parce que c'est un loup-garou, donc il est un peu obligé d'être là-dedans. Jusqu'au jour où, en fait, la meute va recueillir un loup-garou, un enfant loup-garou, qui a été recueilli dans un sorte de laboratoire où ils font des tests, etc. On n'en sait pas beaucoup plus, mais toujours est-il que ce garçon est traumatisé. Et il refuse de manger, il ne parle pas, il refuse qu'on l'approche, il a extrêmement peur de tout. Et Nathanaël va se retrouver à devoir s'en occuper. Pendant quelques jours, pendant que la meute part enquêter sur des enlèvements de loups-garous dans ses laboratoires, etc. C'est une partie de l'histoire, mais moi c'est pas la partie qui m'intéressait le plus. Et donc Nathanaël se retrouve à s'occuper de ce gosse, sachant qu'il n'a pas du tout envie parce qu'il n'a pas trop la fibre maternelle, hein, Nathanaël, ou paternelle en l'occurrence, et ça va changer sa vie. Et c'est vraiment ça qui, moi, m'a transportée, c'est vraiment cette évolution, cette douceur finalement, entre Nathanaël et tout le monde avec Callum. Et c'est ce qu'on se disait avec Lucie, c'est incroyable d'avoir un tel contraste entre un univers extrêmement violent, extrêmement dur, avec des choses horribles qui s'y passent, et des relations qui sont toutes tellement bienveillantes. Nathanaël avec Callum, c'est la douceur absolue, c'est laisser vraiment l'autre
venir à soi et il ne pousse jamais Callum. En fait, il va l'inciter à faire des efforts, à faire des progrès finalement, mais sans jamais le pousser. C'est-à-dire qu'il va lui dire bah, viens, bouge un petit peu ou approche-toi un petit peu de moi. Et s'il ne veut pas le faire, s'il ne peut pas le faire Callum, s'il n'y arrive pas parce que c'est trop difficile, il lui dit mais c'est pas grave, au pire on réessayera après. Et ça veut pas dire que Nathanaël ne fait pas des erreurs, il y a plusieurs fois où il fait des choses qui sont mauvaises pour leur relation, mauvaises pour Callum, parce qu'il sait pas faire en fait, et il fait des erreurs, mais il est quand même bienveillant, il s'excuse toujours quand il fait des erreurs, il s'en rend compte. Et c'est vraiment un amour qui va se tisser entre les deux, c'est vraiment une relation si fusionnelle entre les deux. Le fait d'être un loup-garou, ça a un impact dessus évidemment. C'est quelque chose qui est incroyablement doux et incroyablement beau de voir Callum qui tout au long du livre va petit à petit s'améliorer, petit à petit aller mieux, prendre confiance. Et on le voit vraiment évoluer de jour en jour, mais sans jamais que les autres personnages, et notamment Nathanaël, ne le forcent à évoluer et n'attendent qu'il évolue. En fait, Nathanaël, il prend vraiment Callum comme il est. Bon, ok, ça le fait un peu chier qu'il mange pas parce que ça peut créer des problèmes, etc. Mais on avance ensemble. C'est pas du tout je vais te pousser pour que ça aille mieux et allez, ressaisis-toi et tout. Non, c'est on avance, c'est difficile pour toi, c'est difficile pour moi, mais on va avancer ensemble et je vais t'aider tout au long du chemin. Et c'est tellement beau, et rien que d'en parler comme ça, j'ai les larmes aux yeux, c'est terrible. C'est tellement beau, c'est tellement juste, je trouve, comme approche, comme façon de faire, comme façon de raconter l'histoire. Et en même temps, des fois, on est dans la tête de Callum et on voit le traumatisme, on voit à quel point il a peur, à quel point il se dit que le monde entier veut lui faire du mal et à quel point il veut se protéger de ça et à quel point au fil du temps ça va évoluer et il va se dire mais en fait peut-être que non, peut-être que là où je suis maintenant ça va aller mieux et on va me soutenir et on va pas me faire de mal. Et petit à petit, en fait, on voit ces changements dans sa tête. En plus, il a tellement de caractéristiques qui le rendent unique, qui le rendent beau, c'est qu'il va communiquer beaucoup avec des couleurs, il va voir en fait les émotions comme des couleurs. Et quand Nathanaël va être énervé, Callum va avoir peur et il dit c'est le rouge colère. Et Nathanaël est aussi associé à l'ambre et c'est un ambre réconfortant, un ambre doux. Et on a vraiment en fait que des relations je trouve bienveillantes parce que Val avec Nathanaël c'est extrêmement bienveillant aussi, c'est extrêmement doux. En fait Val est capable de tout pour Nathanaël et l'inverse est vrai aussi. Val va sacrifier énormément de choses pour son meilleur ami et je trouve que c'est une relation d'amitié qui est extrêmement belle, extrêmement douce. C'est un peu une relation fraternelle en fait parce que Val est plus âgée que Nathanaël. Et je trouve que c'est d'une beauté, d'une douceur, d'une bienveillance absolue. Si vous voulez des exemples de relations avec du consentement où on ne force pas les autres, où on essaye de se mettre ensemble pour avancer ensemble, mais vraiment c'est ça qu'il faut lire parce que c'est juste génial. Pareil, Nathanaël a un petit ami qui est juste trop chou et trop mignon et trop adorable et que j'adore. Enfin voilà, ce livre c'est un bijou, c'est d'une douceur incroyable tout en étant extrêmement violent, extrêmement vulgaire. C'est pour ça que je vous dis que c'est bizarre, mais c'est tout doux et en même temps hyper trash. Mais voilà, c'est émeute, c'est unique, c'est juste magnifique. Et en plus, il y a beaucoup de représentations et de la représentation parfaite qu'on voit pas beaucoup. Déjà, de la représentation LGBT, puisque donc je l'ai dit, Nathanaël est gay et Val est asexuel. Et c'est jamais un sujet, c'est juste que des fois il se dit, il y en a un qui m'aborde et il pense ah mais en même temps j'arrête pas de dire que moi ça m'intéresse pas et que je veux pas de ça et tout. Et donc on sait qu'il est asexuel, mais en fait c'est pas un sujet, ça vient en passant selon les situations. Et c'est ça qui est beau. Et c'est encore bienveillant quoi, c'est que les autres respectent et voilà, c'est tout. Val aussi... Val, il y a trop de représentation avec Val, parce que Val est mate de peau. En fait, je crois qu'on le sait aux 3/4 du livre, c'est vous dire à quel point c'est de la représentation qui est là, mais c'est pas du marketing là-dessus en fait, c'est pas quelque chose d'important, non, il est noir et puis voilà, c'est tout. Je sais pas à quel point sa peau est sombre, mais voilà, voilà, c'est tout. Et il a des dreads et tout ça, je crois. Et il y a aussi beaucoup de représentations de handicap, puisque toujours Val, le roi de la représentation,
Val est muet, mais pas de naissance, c'est-à-dire qu'en fait il a eu un souci au niveau des cordes vocales, au niveau de la gorge, qui fait qu'il ne peut plus parler, donc il va signer, et tout le monde autour de lui a appris à signer aussi, enfin tout le monde, bon les gens qui connaissent bien quoi, ont appris à signer, et ça je trouve ça déjà adorable. Et en plus, donc déjà ça fait de la représentation d'un personnage muet, et en plus, ce qui est hyper cool, c'est qu'il y a d'autres choses incluse dedans, donc en fait il a des troubles de déglutition et du coup il doit prendre de l'eau gélifiée par exemple, ou alors il manque de s'étouffer un moment quand il mange quelque chose, etc. Et donc ça c'est hyper bien de le mettre comme ça, et encore une fois c'est pas un sujet, c'est juste un moment, il va dire oui j'ai pris 2-3 gorgées d'eau gélifiée quoi. Voilà, c'est tout, enfin tu as pris 2-3 gorgées d'eau gélifiée, pardon. Rien que ça, c'est trop bien quoi. Pareil, Enzo, le petit copain de Nat, il a une canne parce qu'il a eu un accident et il a des douleurs chroniques et il prend des médicaments pour ça, etc. Il boite, etc. Donc tout ça en fait, c'est de la représentation mais tellement bien faite et de tellement de choses. Parce qu'on a du LGBT, de personnes racisées, de handicap, de maladies, etc. Enfin, juste, c'est parfait. C'est parfait. Et en fait, le loup-garou, c'est pas... vous voyez, j'en parle même pas. J'en parle même pas du loup-garou parce que ça vient juste servir l'histoire. Et c'est ça qui est beau avec la fantasy, c'est que on peut avoir des choses complètement fantasy, mais qui servent la relation, qui servent les personnages dans leur construction, dans leur évolution, parce que c'est vraiment à ça que ça sert. Et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est tellement beau, c'est que ça va venir aussi dans la relation entre Nat et Callum, parce que Callum est aussi un loup-garou, et on a ça qui se forme entre eux, et ils vont jouer des fois en tant que loup, etc. Enfin, c'est juste... Ah, c'est tellement mignon, c'est tellement bienveillant, c'est tellement doux, et en même temps c'est hyper dur, parce qu'on voit Callum qui est tout traumatisé, en même temps on est là, oh mais c'est trop beau, c'est trop mignon, mais en même temps c'est horrible, et c'est atroce ce qui lui est arrivé, et on est terrifié pour lui, pour Val, quand il va combattre, pour Nathanaël. En fait, ça fait toutes les émotions d'un coup, je trouve, dans ce livre. C'est pour ça que j'ai aimé, mais à la folie. Vraiment, c'est un livre, je pense, qui va me rester en tête pendant extrêmement longtemps. C'est un livre que je vais relire probablement, parce que la douceur, la bienveillance... Lisez Meute, vraiment, c'est incroyable. N'ayez pas peur du côté loup-garou parce que vraiment, c'est vraiment fait pour servir ça. Et j'aime pas tout ce qui est loup-garou, tout ce qui est meute, tout ce qui est alpha, bêta, oméga et tout. Mais là, ça passe tellement bien parce qu'il y a des discussions d'alpha, bêta, oméga, etc. Et vraiment, c'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien inclus dans l'histoire, etc. Même si vous aimez pas les loups-garous, on s'en fout. Allez-y. Si vous aimez les belles relations, les trucs bienveillants, les représentations psychologiques compliquées, les personnages torturés, parce que oui, Callum est torturé, mais Nat aussi, parce que il veut faire bien les choses, mais il se sent incapable de faire bien les choses, et on lui répète tellement tout le temps qu'il est incapable, qu'il finit par y croire, et il se sent pas du tout légitime à s'occuper de Callum, etc., etc. Je pourrais en parler pendant des heures, je pense pas que vous vouliez ça, mais je pourrais en parler pendant des heures. Je sais que Lucie a énormément apprécié aussi, et vraiment, c'était juste parfait. Lisez Meute, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Lisez Meute, honnêtement, je sais que je suis pas du tout objective pour le coup, mais honnêtement, je vois pas comment on peut ne pas aimer Meute si on y va avec ces attentes-là. Parce que c'est vraiment un des livres de représentation d'un traumatisme les mieux écrits que j'ai vus. Bref, je vais pas continuer plus longtemps, je suis encore juste à me remémorer ce livre incroyable, donc je vais même pas faire de conclusion. En attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.